Du coup, voilà, moi c'est Florentine. Mon jukebox, c'est mon cinquième film, si on compte mes films autoproduits, mon film de fin d'études, etc. Mais on va dire que c'est mon premier gros film produit, donc il fait 15 minutes. Donc il a été produit par Novanima Productions et coproduit par Jirel. Et on a eu des financements. Alors, on a eu la moitié des financements prévus. Mais on a eu, en gros, on a eu 2 régions et le fonds de soutien audiovisuel au CNC, ce qui fait 70 000 €. Pour un 15 minutes, voilà, ça ne fait pas tant que ça. Donc, bon, on était une petite équipe. En gros, donc, il y avait moi, Julien qui animait donc, ce qui était animé sur After, parce que vous allez voir dans mon jukebox, il y a beaucoup d'éléments différents. Ce qui fait que nos comptes After, à la fin, on les a pas ramenés, hein, on vous a fait des imprimes écran, parce qu'on n'aurait pas pu les lancer. Voilà, il y a de la prise de vue réelle, donc les jukebox sont en prise de vue réelle. Il y a du banc-titre vraiment manuel, stop motion. Il y a de la... Donc effectivement, il y a du After, mais à la base, on a shooté plein de petits papiers, plein de petites textures. Enfin bon, il y a des textures dans tous les sens. Donc voilà... C'est aussi pour ça qu'After nous avait paru le mieux, parce que c'est de la bidouille, c'est du mélange, c'est cool. Bon, après, parfois, sur certains plans, c'était un peu moins cool. La chaîne de fabrication, bon, si je refaisais le film, peut-être que je reverrais certaines choses. En tout cas, voilà, là, c'était un film où voilà, on était moi, Julien, et en plus, Justine, une opératrice compositing, donc on était surtout 3 à bosser sur le film. Et on va dire que l'animation et vraiment la fabrication du film a pris 1 an et demi, et voilà, on l'a fini la semaine dernière. C'est tout chaud. Donc en fait, je vais commencer par vous montrer le trailer. Parce que comme voilà, il y a beaucoup de choses dans le film, je me disais par quoi je vais commencer pour leur en parler. Le trailer vous mettra dans l'ambiance, et puis après voilà, je pourrais vous en parler un peu plus. Voilà. De quoi parle mon jukebox? Alors, ça parle de jukebox, mais pas que. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce film? Mon père vend des jukebox. Donc, c'est ça. Bon. C'est inhabituel. Bon, voilà, ça fait déjà un bon point de départ pour le film. Il se trouve que donc, chez mes parents, dans leur maison de campagne, partout, il y avait des jukebox dans toutes les pièces de la maison. Donc, déjà, bon, voilà, le jukebox, c'est déjà quelque chose qui, graphiquement, est assez important. Bon, bien sûr, le jukebox, c'est quelque chose qui, quand j'étais adolescente, me parlait pas trop. Mon père avait mis un jukebox dans ma chambre. Je lui ai dit de le vendre pour m'acheter un ordinateur. Hein, voilà. Moi, les vinyles, tout ça, il y a un moment. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, en fait, en devenant adulte, je remarquais que, effectivement, toutes les musiques des années 60, les jukebox, tout ça, voilà, quand j'en entendais une par hasard, ça me titillait un petit peu, et j'ai commencé à me reposer un peu des questions de pourquoi les jukebox, parce que bon, c'est quand même anachronique, enfin, c'est assez étrange. Et il y avait un peu un questionnement sur, voilà, je remarquais que mon père vieillissait. Bon, symboliquement, voilà, j'ai commencé ce film il y a 8 ans maintenant, la première écriture. Mon père allait avoir 70 ans. Bon, je pense qu'il y avait, et puis voilà, je commençais à avoir des signes de vieillissement. Et il y avait aussi voilà, des questions sur lui. Il me racontait, mon père est très fantasque, et il racontait beaucoup d'histoires quand j'étais petite. Je le croyais pas du tout, parce que bon voilà, les parents ils racontent des choses. Bon, mais c'est vrai que là, je commençais à me poser des questions un peu sur mon père, et à m'intéresser en fait un peu à mon père, et à pourquoi, d'où ça venait le fait qu'à la maison on avait des jukebox, et pourquoi il réparait les jukebox, ce qui était assez étrange. Donc en fait, c'était le point de départ du film. Donc j'avais beaucoup de questions, d'envie, donc de parties documentaires. En même temps, le film est vraiment puisé dans ce que j'ai pu enregistrer en fait avec mon père, mais que j'ai aussi retravaillé. En fait, c'est vraiment une narration. Si vous voyez le film ce soir, donc ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est vraiment une narration autour d'éléments documentaires, mais c'est vrai que j'ai vraiment puisé dans ce que mon père a pu raconter, dans son histoire personnelle, dans
les jukebox, dans du coup les jukebox que j'ai pu vraiment filmer. Donc c'est ça, je tenais à ce que dans le film les jukebox soient en prise de vue réelle parce que l'objet en lui-même est très beau et assez fascinant. Et donc il y a une partie documentaire, une partie archive. Il y a beaucoup de choses différentes en fait dans ce film-là. Et donc c'est vraiment le film, c'est vraiment sur quand on devient adulte et qu'on se rend compte que nos parents vieillissent. Et donc les questions, voilà, j'avais une question comme ça. Je me disais, mais qui réparera les jukebox quand mon père sera plus là? Enfin voilà, ce genre de questions où bon, on commence à s'intéresser peut-être un peu plus à nos parents, alors qu'avant, bon, voilà, quand on est ado, on a peut-être la période où ça nous saoule un peu. Alors, hop. Donc, je vais vous montrer un peu le dossier graphique. Ah oui, puis j'avais des photos de départ. Donc là c'est mon père dans sa boutique où il vendait du jukebox. Voilà, ça donne une idée du personnage. Et donc normalement j'ai une photo plus jeune. Voilà, c'est mon père avec le Jupiter, donc le Jupiter qui est un jukebox français, qui est dans le film, donc c'est le héros du film. Enfin, il y a mon père, moi et le jukebox en fait dans le film. Mon père, et donc le dossier graphique, là on verra un peu plus de choses. Donc là, donc dans le dossier graphique, il y a des images de concept, il y a des images documentaires, il y a un peu de tout. Donc, alors, au début, je savais pas trop comment faire le film. Alors, je savais que je voulais les jukebox en prise de vue réelle, qu'il y avait une partie un peu justement de souvenir du fait que la musique titillait la fille, donc bon, qui est mon alter ego dans le film. Bon, au passage, j'avais pas les cheveux violets avant le film, du coup maintenant je les ai violets, donc je suis bien raccord, c'est bien. Donc voilà, il y avait l'idée de pouvoir représenter les personnages, mais en même temps, je voulais garder le fait que le jukebox, quand c'est allumé, c'est de la lumière, c'est de la transparence. Voilà, il y a une certaine ambiance qui s'en dégage, et en fait, je voulais garder cette transparence, etc. Donc le fait de travailler les papiers, le calque m'intéressait. Le fait de travailler le papier me permettait aussi de froisser le papier, de travailler sur le vieillissement, etc. Donc il y avait un rapport à la matière assez fort. Et il y avait aussi le fait que dans le film, je voulais que le père répare le jukebox. Il y a tout un rapport justement sur le vieillissement, sur le fait qu'en fait le jukebox est mécanique. Et il y a un parallèle entre le père et le jukebox. En fait, les jukebox, c'est mécanique, et en fait, parfois, mon père n'arrive pas à les réparer parce que mécaniquement, ils vieillissent aussi. En fait, vraiment, il y a des choses qui sont inexplicables, et un peu comme un être humain, ça ne finit par plus marcher. Vraiment, c'est un phénomène. Bon, moi-même, quand il m'en a parlé la première fois, mais finalement, ça fait assez sens dans le film. Et donc, il y avait un rapport vraiment à la matière, au mécanisme que je voulais garder. Donc, voilà, tout ce qui était photo, et j'avais besoin de le garder. C'est pour ça aussi que donc on a vraiment des éléments mécaniques en stop motion que j'ai pu filmer, etc. Donc comme je voulais garder ce rapport à la matière, qu'il y avait la transparence, que du coup je voulais de la prise de vue réelle, tout ça, After paraissait idéal. Et donc je suis partie sur la piste de faire les personnages en papier découpé, animés donc avec Dwick sur After, mais avec les papiers, donc tout découpé et shooté donc sur la table lumineuse avec les transparences, et recréer cette transparence ensuite dans After avec des couches et des couches et des couches de flou, etc. Pas mal de couches. Donc là, on a effectivement et puis de garder. Alors j'ai gardé les visages en graphisme, en dessin, parce que c'est vrai que j'avais fait une animatique assez expressive. Enfin bon, j'avais je me voyais pas faire les visages en papier découpé. Donc voilà, on a gardé, voilà, c'est un gros mélange. Effectivement, en plus, on a du dessin animé pour les visages. Donc là, par exemple, on a l'imperméable de la fille, qui a été, Julien, vrai bonheur à animer, voilà. Le pire vêtement du film, je pense. Donc voilà pour, on a un peu les lettres du père. Les différentes mains, les différentes poses. Donc on a, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais ouvrir les Photoshop, mais effectivement ensuite tout a été, donc tout a été scanné et remis sur des PSD très lourds avec plein de calques. Et ensuite à partir de cette banque de données de personnages, j'ai fait les layouts de chaque plan, et ensuite ça a été rigué et animé par Julien. Donc là, il y a un peu des concepts, mais c'était l'idée effectivement là de garder, en tout cas dans l'image, toujours des mécanismes ou des choses. Voilà, là c'est moi avec mon père quand j'étais petite, avec un jukebox derrière, toujours des jukebox sur les photos. Donc après, on a des passages où le père raconte comment il a appris à réparer les jukebox. Ça passe par des méandres
Il a fallu que je fasse des choix d'ailleurs, hein, tout n'est pas dans le film, hein, je ne peux plus faire 1 heure. Donc vous verrez pourquoi il y a Tommy Roussos, pour ceux qui verront le film tout à l'heure. C'est un passage assez drôle. Voilà, il y avait le fait aussi qu'effectivement, donc on a ce rapport avec la musique qui titille un peu la fille, etc. Et donc il y a certains passages un peu de souvenirs qui sont faits à la peinture vitrail sur calque pour avoir le fait que ce soit rétro-éclairé, qu'on ait vraiment une luminosité en fait qui soit semblable au jukebox. Donc voilà, on a vraiment plein de techniques différentes. Donc là, les concepts des décors, les premiers, finalement, on a fait tout en papier découpé. Voilà, et donc ensuite, les éléments séparément, et un peu tout ce que ça donnait dans le film avec les différents compositings. Voilà, bon là c'était une vue 3D pour montrer, mais pareil, j'ai pas du tout utilisé, enfin si, un plan, on a utilisé les calques 3D, un plan assez complexe. Voilà. TOEIC. Ouais, c'était sur version 15 avant. Donc, de toute façon, on va passer. Alors, oui, et puis, alors, il y a aussi une couche. On va vous montrer, de toute façon, ensuite, on va vous montrer l'exemple de 2 plans. Il y avait aussi le fait que ce qui était important, c'était effectivement le jukebox, le père et la fille, et que, bien sûr, dans les scènes, il y avait d'autres personnages pour habiller les plans. Les plans dans la boutique, il y a 3 principaux décors en fait dans le film. Il y a la boutique où le père vend les jukebox et qu'il est vraiment un peu comme une star, un peu comme les jukebox, tout éclairé, tout étincelant. Et il y a le côté atelier où le père répare les jukebox. Et c'est vrai qu'un jukebox quand c'est éteint, c'est moins intéressant. C'est aussi un peu un tas de ferraille. Donc oui, voilà. Donc dans la boutique, par exemple, on a plein de clients. Et comme on n'avait pas beaucoup de budget et que je me voyais pas recréer des personnages rigués, en fait et puis que j'aimais bien l'idée de la transparence, toujours ce truc de transparence, de couche, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc par exemple, vous allez voir pour les personnages secondaires, en fait, on a filmé des silhouettes sur fond vert et ensuite du coup on les a transformés sur After avec des textures et ça devient un peu comme des calques transparents en fait couche par couche. Donc on a aussi ça, voilà. Là on peut le voir. On a effectivement, en tout cas, on voit on a filmé quelqu'un, hop, et puis on le retrouve ici avec effectivement des couches et des transparences. Voilà, des rendus. Et donc le côté effectivement dans l'atelier avec les textures, voilà, tous les petits éléments qu'on a pu filmer. Et donc dans le film, on a aussi des plans de jukebox. Enfin, j'ai pu scanner de la documentation. Mon père a vraiment des plans de jukebox, des choses pour réparer, des choses très concrètes qu'on peut retrouver. Donc on a pas mal de documents différents dans le film. Voilà, après c'est le board. Alors, du coup, on va vous montrer plus précisément un plan. Alors bon, voilà, on n'a pas pris les afters, mais j'ai l'image de l'animatique qui est le point de départ. Et donc ensuite... Ah oui, alors ensuite, je peux peut-être d'abord montrer, par exemple, donc effectivement, j'avais, dans Photoshop déjà, j'avais des turns où j'avais déjà préparé des choses avant de faire les layouts des plans. On a là sur le côté, effectivement, tout... Là, si je décoche, on va voir par couleur, donc selon les poses, effectivement, tous nos petits morceaux à chaque fois, bien coupés pour que ça puisse bien marcher. Et donc, j'avais de base un turn préparé pour le père, pour la fille, donc avec l'impair, etc. Donc tout ça, c'était de base. Et ensuite, par plan, je leur faisais des layouts un peu plus précis parce que donc j'avais pas forcément, en tout cas quand j'ai fait la mise en scène et l'animatique, j'ai pas forcément pensé papier découpé en me disant on n'aura que des profils ou des faces et ça va servir à plusieurs plans. Donc en fait, quasiment, on a dû faire des rigs pour chaque plan. Tu confirmes? C'était pas très optimisé. Des idées, c'était de garder un peu le papier, l'aspect papier découpé. Et du coup, le fait de refaire à chaque fois les layouts, ça permettait d'avoir un plus grand contrôle sur les poses et tout ça. Mais par contre, pour l'animateur, donc pour moi, ça me forçait à refaire les rigs pour chaque plan, à chaque fois refaire le squelette et tout ça. Mais bon, au final, c'était plutôt pas mal pour les poses. Voilà, donc là, par exemple, les layouts, en général, j'avais un décor test qui n'était pas encore fini. Je mettais le posing de début, de fin. Enfin, je faisais les postings qui permettaient de faire ensuite le rig dans After. Hop. Ah oui, alors. Ensuite, tu peux peut-être expliquer un peu. Ouais, là, du coup, là, c'est les tests de turn. Ouais.
seulement le turn, parce que du coup, en papier découpé, en fait, un des challenges, c'était de faire tourner le personnage. Et un personnage en papier découpé, c'est pas forcément très facile à faire tourner. Du coup, à chaque fois, la composition de fait du corps et de la tête était isolée pour pouvoir faire le turn simplement. Et d'ailleurs, il y a un outil dans Duik qui a été très très utile, c'est le connector. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, qui permet en fait de lier une animation ou un mouvement à simplement un curseur. Et du coup, le fait de lier par exemple le passage du profil à la position de face, on pouvait la lier simplement à un curseur qu'ensuite on pouvait timer et animer simplement dans la composition finale. Mais ça, oui, le connector, je ne sais pas si Thomas, ce matin avec les poules, on avait vu quelque chose comme ça avec la tête qui bouge. Je ne sais pas, je ne vais pas demander s'il avait utilisé le connector, mais très certainement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un gros outil, je vous invite à l'utiliser, à l'essayer. J'ai fait des imprimes écrans. Donc bon, il y avait beaucoup de choses différentes. Donc effectivement, là, on a vu les visages étaient rajoutés après. Donc là, je vous ai montré l'animation de la fille sans les visages. Bon là, j'ai un aperçu des premières clés qu'il y avait au-dessus. Voilà. Hop. Encore des clés selon les compositions. Là, j'ai montré juste la tête, enfin le turn du coup de la tête aussi, qui marchait sur le même principe. Ça marche un peu de la même manière que le corps. En fait, la tête est isolée, et ensuite on vient reposer le visage dessiné par-dessus, une fois l'animation terminée. Donc il y a quand même, on exportait quand même les personnages à part, etc., pour essayer d'alléger les afters, mais quoi qu'il arrive, comme il y a beaucoup de passages justement avec des transparences, à la fin il a fallu quand même tout rassembler dans un seul et même after pour pouvoir justement superposer avec les couches les bons modes de produits, etc., toutes les couches, ce qui fait que vraiment, c'est vrai que les afters, enfin, ce matin on a parlé du fait que ça pouvait être lourd, oui. Là, les derniers afters, quand on les lançait, alors oui, surtout pas d'intégrale, et puis on lance un rendu sur quelques images, on regarde ce que ça donne, on échantillonne, puis surtout on exporte pour voir, parce que oui, certains plans étaient très très lourds, parce qu'effectivement on avait besoin de rassembler tout pour vraiment faire les mises au point compositing et transparence sur vraiment toutes les couches. Ah oui, donc ça tourne. Voilà, du coup, bon là c'est parce qu'on avait fait des choses sur fond vert, donc effectivement on avait des rushs sur fond vert. Et ensuite, on a voilà, dans After, ça devient des silhouettes où on a mis du grain, etc. Dans les dernières compes. On a par exemple dans ce plan d'ascenseur aussi une passe pour faire les reflets dans la vitre. Bon, je pense que personne ne les verra, mais on en a fait. D'ailleurs, enfin pour ceux qui voient le film ce soir, il y a aussi des reflets dans les lunettes du père. Bon, pareil, on s'est dit peut-être qu'on n'aurait pas dû. Donc, hop. Oui, donc du coup là c'est la compe, la dernière des compes. Et puis donc effectivement le plan final sans la musique, ça donne ça. Voilà. Et donc on a eu aussi, donc on a rajouté les boucles d'oreilles à la fille, tout ça. Bon, effectivement, on a vraiment fait couche par couche. Donc au début, c'est surtout, enfin voilà, je faisais le layout, Julien Riguet animait en gros, puis après on rajoutait les passes au fur et à mesure en exportant sur les couches alpha, et ensuite on rassemblait tout dans l'after pour faire le fait qu'il y ait une transparence entre chaque, les timings entre chaque, et voilà, le timing par exemple ça nous a aussi posé problème parce qu'on était parti, on a animé en 12, enfin je voulais garder le côté stop motion, je voulais un peu casser l'ultra fluidité d'after, donc on animait en 12, mais comme au final on était en 25 et puis que certains éléments étaient quand même en 25, oui, on avait on avait des compositions cadencées, d'autres non, enfin bon. Bon, à la fin, on était plus au point, mais c'est vrai que les premières compes, quand on les rouvre, c'est l'horreur, c'est juste l'horreur. On a beaucoup appris sur le film. C'est un petit casse-tête quand même. Donc on va re-regarder un plan. Oui, un plan dans l'atelier du père où il y a le père et la fille. Du coup, le layout. Ah oui, où le père enlève sa veste. Il y a pas mal, donc à chaque fois on a plusieurs posings, plusieurs couleurs, etc.
Donc là, il y a plusieurs posings du père, il y a le fait qu'il pousse le jukebox, donc il fallait voir les avant-plans, les arrière-plans, etc. Donc là, on a effectivement le layout avec, avec parfois moi qui suis fatiguée, qui met main gauche, main droite, le contraire, etc. Donc voilà, Julien, les mains gauches n'étaient pas toujours à gauche, hein, voilà. Et oui, du coup, les layouts se découpaient comme ça. En fait, on avait vraiment les pauses les unes après les autres. Et après, l'idée, c'était dans le timing de faire la transition d'une pause à l'autre, en faire le squelette à chaque fois. L'idée, c'était de refaire à chaque fois une marionnette pour chaque plan, pour essayer d'avoir quelque chose de plus maîtrisé. Enfin, c'était dans ton idée, quoi. Ouais, ah oui, là, c'était que le turn du corps. Enfin, c'était un essai sans la veste. Au niveau du turn. Alors, on a le plan sans visage, mais juste... et sans le décor def et sans le compo, etc. Donc voilà, bon, alors, effectivement, après certains passages entre le trois quarts, le timing, effectivement, ce matin, ça a été dit, c'est bien que ça soit rapide. Bon. Hop. On a l'animation. Ensuite, là, je pense qu'il y avait commencé à y avoir les flous, un peu le compo sur le plan. Donc, on avait aussi, chose que j'ai pas précisé, on avait aussi fait des voix tests avant pour l'acting, parce que du coup, c'est un film de 15 minutes avec parole, enfin voilà, les personnages parlent, donc il fallait faire l'acting. Voilà, on avait dans l'animatique des voix non def qu'on a refait ensuite sur ce même timing. Donc là, on a le turn du visage. Je pense qu'il va passer. Ouais, non, les exports en avis, enfin, les exportifs, ça ne marche pas. After finalisation, oui. Donc on avait toujours avec plusieurs fenêtres de compte pour voir, etc. Bon, voilà, c'est-à-dire que dans les after finales, quand il y avait une petite pétouille parce que les stagiaires utilisent encore la baguette magique et que parfois il y a un petit truc qui reste pour le retrouver dans quel comp c'est pour pouvoir le masquer ou le gommer dans le layout. Là, on se dit qu'il faut vraiment interdire la baguette magique, voilà. Hop. Et donc le plan au final, il me semble que c'est celui-ci. Voilà. Et donc j'avais pris aussi j'avais pris des plans de marche, il me semble. Dans le plan 10, bon, après c'est toujours un petit peu le même principe, hein. On a les plans, on décomposait. Mais par exemple, c'est vrai qu'après, une fois qu'on avait Dwické fait le rig, des choses complexes en animation comme la marche, etc., à l'animation, on gagnait du temps. Enfin, finalement, sur un 15 minutes, il y a eu 7 mois d'anime. Enfin, donc il n'y avait qu'un animateur. Et il y a eu 7 mois d'anime. Donc l'animation en elle-même a été assez rapide. Après, c'est vraiment la préparation et toutes les petites finitions qui sont un peu sans fin. C'est vrai que le plus long, c'était au final de préparer les personnages, parce que l'animation, ça allait relativement vite. Et comme les squelettes changeaient à chaque fois, il y avait pas mal de temps de préparation. Et même au début du projet, au final, je me rappelle que j'avais passé les 2 premières semaines juste à préparer, à voir un peu comment on allait optimiser l'ensemble, pour gagner du temps ensuite. Préparer un peu les squelettes. Ça va être que l'Auguste. La tête, pareil, d'anime. Donc, voilà, son compo. Puis après, il y a le plan fini. Donc voilà, ça, c'est une partie, effectivement, du film qui a vraiment, enfin, une partie qui a pris, parce que c'est 7 mois d'animation pour ces parties after. Après, effectivement, moi, je me suis occupée des parties banc-titre et peinture animée. Et là, c'était 2-3 mois en plus, enfin, spécifiquement, que j'ai fait en parallèle parfois, mais effectivement, on va dire qu'il y a bien 7 ou 8 minutes de pur after. Et ça, 1 minute par mois, c'est pas si mal comme ratio.
Voilà, bon, s'il y a des questions, parce que du coup, j'avais pas préparé quelque chose de trop long, en me disant que, comme vous alliez voir le film, je ne voudrais pas trop en dire, mais si vous avez des questions, comme du coup, Julien est là, il connaît bien, il a bien bossé sur le rig à force. Alors moi, ça va être une question niveau stockage, parce que ça me taraude depuis ce matin quand je vois toutes les réalisations. Comment vous faites pour stocker tout ça? Est-ce que vous achetez spécialement un NAS? Est-ce que vous utilisez le cloud? Comment vous communiquez les fichiers entre vous? Pas le cloud. Enfin, il y avait un serveur à la prod, on s'en servait, puis en fait, ça corrompait les PSD. Les PSD étaient trop lourds pour le. Bref, on a arrêté de passer par le serveur. Et en fait, on était contraint de le faire au tout début, parce que moi, je travaillais encore à Orléans à ce moment-là. Et en fait, oui, c'est vrai qu'en se passant les fichiers, il y avait souvent des corruptions, des problèmes, mais c'était juste pas sûr, en fait. Il fallait vraiment avoir quelque chose de plus physique, en fait, pour travailler et être tranquille, en fait. Parfois, vous étiez plusieurs à travailler sur les mêmes fichiers ou pas? Non. Sur une petite période, moi, quand je faisais les layouts, toi, l'anime, et on avait commencé le compo, il y avait une petite période où on était sur les mêmes, mais c'était... En général, on évitait parce que il y a beaucoup, par plan, il y a vraiment, on a toutes les versions, elles sont numérotées, on a les versions anime, les versions compo, les versions finition, tout est. J'ai perdu qu'un seul fichier sur toute la prod. Mais c'est vrai qu'on a, en gros, sur mon poste principal, donc moi, c'est moi qui étais là tout le temps, qui faisait vraiment même pas quand il y avait des stagiaires, etc., qui faisaient la sauvegarde tous les vendredis. En fait, on avait un disque qui était en copie directe, qui, quoi qu'il arrive, était dupliqué ailleurs, en physique. Et tous les vendredis, on faisait un copie-cloneur sur un autre disque qu'on mettait ailleurs. Voilà. Au cas où. Ça représente à peu près combien de gigas ou de téra, un projet comme ça? Il fait 2 téra. Je pense qu'il est bientôt plein, là. Mais voilà. Ok, merci. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas... En fait, j'ai déjà essayé de rassembler les fichiers pour les ouvrir ailleurs, mais il y a toujours un... C'est pas possible, quoi. Il faudrait vraiment prendre le disque dur avec tous les liens, et puis même si on a bien copié par plan, normalement j'avais vraiment fait une nomenclature qui fait qu'on avait les choses de fabrication, et ensuite par plan on recopiait le décor qu'il fallait, les PSD qu'il fallait, mais en fait il y avait toujours un moment donné où on allait forcément chercher quelque chose dans notre plan, ou que dans l'after on avait besoin d'une référence, on l'importait. On se retrouvait toujours à un moment donné où il y avait un fichier pas reconnu. Si on n'a pas le disque dur principal avec tout dessus, trop galère. Donc voilà, c'est pour ça que là je vous lance pas d'after. Donc oui, c'est after. Après, c'est moi j'adore le côté bidouille. C'était assez jouissif, et en même temps, c'est vrai que je suis partie sans trop. Je change de technique à chaque film, ce qui est pas très intelligent, parce que du coup, tout ce qu'on apprend sur une chaîne de fabrication, on ne réutilise pas pour le film suivant. Donc peut-être que je change cette façon de faire. Mais moi, j'aime bien cette idée d'expérimenter, de tester, etc. Et c'est vrai que du coup, je m'étais dit, After, c'est parfait pour justement mettre plein de choses ensemble. Mais c'est vrai que j'avais pas trop, je le savais, mais je voulais pas trop penser au fait que ça serait lourd. Et oui, ça s'est avéré à la fin. C'était quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis, si je refaisais le film, on mettrait beaucoup plus en place un système de doublure dès le début, on simplifierait d'autres choses. Les fichiers, pareil, on gardait beaucoup de pixels à la base, mais en fait, on aurait pu les optimiser. Je penserais différemment l'optimisation des fichiers pour alléger quand même la dernière couche de finition, parce que passer une journée à regarder ton after, à regarder la pétouille qui est encore là et t'as pas compris où elle était, et à réexporter, c'est... Vous auriez réalisé quand même ce film si vous aviez pensé aux contraintes avant? Oui, parce que de toute façon, en anime, il y a toujours des contraintes. Donc, oui, quand on fait des courts-métrages d'animation, de toute façon, il faut être un peu fou. Donc oui, je pense que, quoi qu'il arrive, ce film, comme je voulais le faire, et il y avait que, là, il a des défauts, mais je suis contente du fait que quand on le regarde, il y a de la matière, il y a des choses, et c'est de bric et broc, mais ça correspond au personnage. Le côté bricolé est aussi assumé dans le film, et donc ça correspond à la vision que j'en avais. Donc After et ces outils-là je pense que j'aurais fait pareil. Par contre, je pense que j'aurais optimisé et réfléchi. Forcément, j'ai appris sur cette prod, et cette expérience-là fait que je l'aurais fait différemment, et on se serait organisé différemment. Peut-être qu'à la mise en scène, du coup, j'aurais peut-être fait différemment aussi, mais ça, en général, il vaut mieux pas penser à la technique, à la mise en scène pour être libre. Mais en même temps, c'est vrai que là, il y a certains plans.
voilà, les marges de 3/4 perce, bon, on aurait peut-être pu les éviter. Bon, mais c'est joli, hein, il y a de la profondeur de champ, ça, c'est bien. Bonjour. Sans rentrer dans les détails, en fait, j'aurais voulu savoir comment vous avez fait, parce qu'en fait, à un moment donné, on voit je vais dire, des figurants. Du coup, ils sont transparents. Oui. Du coup, on voit le background derrière. Oui. Et des fois, ils passent devant le personnage principal, mais on voit quand même le background. Oui. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, comment, parce que c'est Justine, mon opératrice compositing, qui s'est peut-être un peu suivi le process. J'avais suivi le truc, parce que j'avais fait les premiers tests pour les effets de transparence. Et en fait, l'idée, c'était de dupliquer les silhouettes, d'avoir la silhouette du coup en transparence qui renvoie la lumière sur ce qui se passe derrière. Et en fait, la deuxième silhouette était juste un calque d'effet, en fait, qui venait flouter ce qui se passait derrière, en fait. Donc ça donne un effet un peu comme du verre, un peu comme du vitrail, en fait. Quelque chose comme ça. Mais voilà, ça passe par deux silhouettes, en fait. Pour chaque silhouette, il y a deux calques. Il y a deux passes. D'accord. Il y a 2 passes de vidéos qu'on a shootées en 4K derrière, donc en plus les vidéos elles sont super lourdes. Ça explique pourquoi les afters peuvent plus trop être ouverts ensuite. Parce que du coup, le personnage principal, lui, il n'est pas transparent. Mais quand il passe derrière un figurant, la personne on la voit plus, on voit plus le personnage principal. En fait. Il y a une transparence. En fait, comme les personnages secondaires, c'est effectivement comme des calques. Quand le calque passe, il y a la transparence avec. On voit toujours le personnage principal derrière, mais flouté, comme s'il passait derrière un calque, en fait. Voilà. Et effectivement, la transparence sur les personnages, il se joue sur des petits. En fait, il y a des modes de fusion. C'est les boucles d'oreilles les boucles d'oreilles, elles sont vertes, donc il y a un petit effet de verre, il y a des choses comme ça, mais effectivement, on sent plus le papier découplé et la texture sur les personnages principaux. Et les personnages secondaires, on a plus joué sur la transparence parce qu'ils habillent la scène, mais effectivement, c'était pas, c'était pas le plus important. Si tu dis que tu as beaucoup appris dans la réalisation du film, est-ce que tu as eu la tentation de refaire des plans du départ avec les compétences et les techniques que tu avais acquises au fur et à mesure de la production? D'ailleurs, la production, ça a duré, tu disais En tout, on peut dire 2 ans. Enfin, si je compte les... Par rapport aux premiers tests techniques Oui, voilà. Si je compte l'installation, la fabrication du banc-titre, les tests, les premiers tests, ça fait 2 ans en tout. Donc 2 ans pour 15 minutes, en sachant donc du coup d'anime vraiment d'after, on en a eu 7 mois, mais il y a eu pas mal de préparation, au moins bien 4 mois de préparation après les tests. Et de compo, ça a bien duré 5-6 mois aussi. Du coup, il y a eu beaucoup de compos. Il y a pratiquement eu autant de compos que d'animation, quoi. Parce qu'il a fallu tout combiner. Des plans du départ avec non non, parce c'est surtout qu'il fallait finir le film et qu'on n'avait pas le temps. Et puis en termes de rendu, c'est-à-dire qu'en termes de rendu, on avait réussi à faire ce que je voulais, sauf en beaucoup plus de temps. Enfin, c'est surtout ça. Là, le plan dans l'ascenseur, c'était un des premiers plans qu'on avait testé parce que justement il y avait des gens dans l'ascenseur, il y avait plein de choses qu'on voulait tester, les boucles d'oreilles, etc. Celui-ci, c'est sûr que si on avait voulu le refaire, on l'aurait fait beaucoup plus rapidement et on aurait allégé et on n'aurait eu pas les temps de rendu, etc. Par contre, je sais pas si on l'aurait fait différemment parce qu'on était content. Enfin, à chaque fois, on a essayé de faire quelque chose qui correspondait au rendu qu'on voulait. Donc, c'est plus une question de gain de temps et de pas rager devant After, pourtant on avait des bonnes machines. Là, c'était vraiment un problème d'optimisation, quoi. Donc, on aurait pu s'optimiser. Je pense qu'on aurait gagné du temps. Et alors, en fait, la chose que j'ai moins eu le temps de traiter dans le film, ce sont les visages. Les visages, c'est la chose qui a été bâclée parce qu'en fait, on a tellement passé de temps sur le reste que les visages arrivaient à la fin puisque c'était sur l'acting final qu'on faisait les visages. Et en gros, j'ai pas pu faire. Normalement, c'était moi qui faisais les visages de tout le film, et j'ai pas pu les faire tous. Donc, j'ai eu des stagiaires pour m'aider pour finir à temps. Et donc, voilà, les visages, il y en a plein qui sont pas au modèle. Bon, c'est peut-être là. Si j'avais optimisé l'after, j'aurais eu plus de temps pour finir les visages, qui sont un peu la chose bâclée du film. Bon, après. On apprend. Mais voilà, c'est plus un problème d'optimisation du temps et de confort de travail du coup, parce que voilà, avoir une comp qui rame, etc., c'est pas, même pour les nerfs,
Puis avoir des rendus de 15 heures qui ont planté la nuit. Ou, voilà, il y a des plans où il fallait penser à les lancer le week-end, quoi. Bon. Voilà.